si rien ne change, Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Bonjour à tous. Nous sommes réunis ce soir autour du thème pour un atelier charisme versus charme, prendre conscience de sa posture et son non-verbal pour des prises de parole assertives. Le charisme est devenu un incontournable de l'executive presence. On aura l'occasion de définir plus précisément ce qu'est l'executive presence, mesdames. Et donc, comment aujourd'hui renforcer son charisme en entreprise lorsqu'on sait l'importance de la posture vestimentaire et des codes non-verbaux. Comment faire en sorte que les femmes puissent avoir une parole plus assertive peut-être qu'hier. C'est avec vous trois que nous allons en débattre. Alors, j'ai à ma droite Nathalie Legrand. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Nathalie, vous accompagnez au sein d'Oasis des personnes, mais aussi des organisations dans leur transition de carrière ou managériale. Vous pratiquez le coaching individuel ou de l'outplacement. C'est une agence qui existe, je crois, depuis 16 ans. Et au sein de cette agence, vous dirigez la pratique banque et finances de marché. Voilà, vous occupez cette pratique. Vous avez été formé au coaching et vous intervenez également dans l'Executive Master RH, je crois, de Sciences Po depuis plusieurs années. Claire, oui. Claire, c'est vous, Claire. Claire qui a débuté comme avocat au sein du cabinet Fidal, puis qui a décidé de rejoindre l'entreprise pour occuper divers postes de directeur juridique ou d'adjoint au directeur juridique. C'est d'abord Fiat, puis Hitachi, Sun Microsystems et enfin Oracle France, avant peut-être de prendre une trajectoire un peu différente. Après, je crois, un Executive Master sur les trajectoires de dirigeants. Tout ça à Sciences Po, suivi d'une thèse sur la raison d'être de l'entreprise appréhendée par les dirigeants. Claire est actuellement en mission, je crois, au sein de Servier, le laboratoire pharmaceutique. Merci Donatien. Et Claire aime développer, je crois, les stratégies pour accompagner la transformation des entreprises pour être tout à fait complet. C'est parfait. Alexandra Moulin-Gueller, bonsoir Alexandra. Alexandra, vous avez effectué des études de droit et notamment de droit social. Assez logiquement, vous vous êtes donc tourné vers des directions des ressources humaines, puis vous avez orienté votre carrière davantage vers les relations sociales, je crois, au sein de différentes entreprises. Et je cite Ipsen et Roche parmi ces laboratoires pharmaceutiques que vous connaissez du coup bien, mais aussi la Française des Jeux et puis EADS. Et je crois que vous aimez évoluer dans des contextes de projets, de transformation, en respectant le savant équilibre de l'entreprise, mais aussi des personnes qui la composent. Tout à fait. Quant à moi, Donatien de Longeau, j'aurai l'honneur d'être le modérateur autour de cette table ronde. Et moi, je suis directeur juridique et secrétaire du conseil du BS France. J'ai été avocat et j'ai exercé également la profession de juriste dans plusieurs banques, BNP Paribas et JP Morgan, pour ne pas les citer. Alors, aujourd'hui, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Nathalie, je vais me tourner vers vous. Aujourd'hui, évidemment, on demande aux femmes, ainsi qu'aux hommes, c'est vrai, mais aux femmes peut-être parce qu'on veut qu'elles montent dans la hiérarchie des entreprises, on leur demande de renforcer leur leadership. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, les DRH qui nous confient des missions de coaching, en fait, emploient plutôt le mot d'executive présence plutôt que celui de leadership. Et c'est ce qui va être un peu notre fil rouge pour notre débat de ce soir. Et effectivement, l'executive présence, c'est une des facettes du leadership. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on met sous ce vocable d'executive présence ? En fait, c'est cette capacité à dégager
un sérieux solide, une dignité, de la confiance, une capacité à prendre les décisions, à être assertif. En fait, on peut la rapprocher du charisme, et c'est une notion en fait fort ancienne parce que c'est l'équivalent de la gravitas chez les Romains. C'était une des 7 vertus des citoyens romains. Et alors, comment est-ce qu'elle s'exprime, hein, cette exécutive présence que l'on demande en fait aux membres d'un comité de direction ou d'un comité exécutif? Eh bien, tout d'abord, elle s'exprime par une posture physique et par de solides compétences en termes de communication, hein. L'énergie, la clarté du message, et puis d'autres ingrédients aussi pour rendre la recette absolument magique, c'est aussi un bon volume de voix, hein, et puis un regard qui va chercher chacun des interlocuteurs. Ce qui est très important de comprendre, c'est que l'exécutive présence, elle est basée en fait, hein, elle est très liée à 2 savoir-faire, 2 soft skills. Le premier, c'est une excellente capacité à prendre la parole en public avec impact et conviction pour poser son sujet et embarquer les équipes. Et puis également le langage non verbal qui doit être adapté, car le corps en fait peut être vraiment un allié très précieux, et à condition de bien se préparer. C'est ce que je vous en parlerai un petit peu plus tard. Merci Nathalie. Alexandra, vous pouvez peut-être illustrer par des exemples ou des situations vécues? Oui, bah, tout à fait. C'est vrai que finalement, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, peu importe qu'on soit même charismatique, moi j'ai vu dans mon expérience professionnelle des directeurs passer parfois devant des instances de représentants du personnel un peu hostiles sur des projets impactants d'un point de vue stratégique, d'un point de vue business, d'un point de vue social. Et quelque part, j'ai retrouvé un peu en commun, comme le disait Nathalie, cette intensité. Évidemment, le travail préparatoire qui fait qu'on connaît son sujet, cette intensité, cette connaissance profonde, cette conviction qu'on maîtrise son sujet, l'authenticité également qui passe par le fait de parfois savoir dire qu'on ne sait pas, qu'on va chercher, qu'on en est conscient. Et puis, je pense que l'écoute active dans un auditoire est très importante. Ce n'est pas forcément répondre à une question orale, mais c'est comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'auditoire, les interlocuteurs plutôt favorables, plutôt convaincus ou qui ne le sont pas. Et à chaque fois, finalement, que l'auditoire soit d'accord ou pas, ces personnes qui ont de l'exécutive présence arrivent à être pris au sérieux, à être crédibles et à être entendues. Et je pense que c'est effectivement quelque chose de très important aujourd'hui dans les entreprises. Merci. Claire, être entendue, qu'est-ce que ça suggère? Ce que j'ai compris de cette fameuse gravitas, Nathalie, c'est qu'il ne suffit pas d'aligner quelques phrases pour avoir du leadership et se faire entendre. Il ne suffit pas d'aligner des mots, il faut aligner son cœur, son corps et son cerveau. Alors, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Et il faut les 3 en même temps, je crois. Et j'ai cherché quelques exemples. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de Sam et de Mathieu, qui existent vraiment et qui se reconnaîtront peut-être. Sam, je l'ai connu il y a une quinzaine d'années. Il était le patron de la Suisse et de la France pour une grosse société de stockage. Et à l'époque, dans l'entreprise, il y avait de nombreuses dissensions dans des équipes. Les sales ne s'entendaient pas entre business units. Il y avait quelques conflits. Dans ce contexte, il intervient dans un aéropage assez conséquent et il monte sur une scène. Qu'est-ce qu'il allait dire, Sam, ce jour-là? Est-ce qu'il a dit « Soyons bienveillants » ? Non. Est-ce qu'il a dit « Évitons les conflits, revenons, transformons l'entreprise » ? Non. Sam n'est pas très beau. Sam n'est pas très grand. Il monte sur la scène. Il ne dit rien. Il ne craint pas le silence qui s'installe. Il ne parle pas. Il regarde la salle. Il fait juste ça. Aligné, Sam. Le cœur, le corps, le cerveau.
Maintenant, je vais vous parler de Mathieu. Alors, Mathieu est un personnage. Mathieu, je l'ai rencontré il m'a donné un cours de prise de parole en public à Sciences Po l'année dernière. Il a fait Polytechnique et puis finalement, il s'est retrouvé en train de faire une école de clown, ça lui plaisait plus. Et il est devenu professeur, acteur et professeur de prise de parole en public. Donc nous avons eu droit à 3 jours d'enseignement de Mathieu. Nous étions une 20aine d'élèves. Qu'est-ce qui nous a marqué quand on est sorti du cours de Mathieu? La même chose. Nous avions tous l'impression que Mathieu nous parlait à nous. Il m'a parlé à moi. En échangeant avec mes Chacun d'entre collègues, vous, oui. aligné. Non seulement il était aligné, mais il n'a pas parlé devant le public. Il n'a pas parlé à un public. Il a parlé à chacun d'entre nous. Et il a équilibré, c'est ce que vous expliquiez, Nathalie, dans cette fameuse gravitas que je découvre avec vous. Il a équilibré l'affirmation de soi avec le lien avec l'autre pour arriver à cet alignement. Mais Claire, si vous me permettez, ni Sam ni Mathieu ne sont a priori des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de femmes à la place de l'un et de l'autre? Ça aurait donné la même chose? Il y aurait eu quelque chose en plus, en moins? Ça aurait donné Il aurait la fallu même qu'une chose. femme en fasse davantage, vous pensez? Peut-être qu'on aura plus tard dans la conversation quelques tips pour aider les femmes à aller un petit D'accord. peu plus D'accord, c'est ce qu'on sur attend ce quand même. terrain. Oui, oui. Mais moi, j'ai pas de problème d'ailleurs à m'identifier à d'autres héros masculins, peu importe. Là, je voulais juste vous donner 2 exemples. sûr. Ils n'étaient pas genrés en fait. Tout à fait. Voilà. Ça aurait pu être Jacqueline et... Elles Christiane. arrivent, elles Voilà, arrivent, super, Donatien. super. On les attend et le public avec nous. Je me retourne à nouveau vers vous, Nathalie. Au fond, quelle différence faites-vous entre charme et charisme? Est-ce que vous pouvez, à grosse maille, nous dire ce qu'il faut en retenir? Ou même à fine dentelle. Bon, alors allez-y. C'est vrai que charme versus charisme, c'était d'abord le titre de cet atelier aux Assises de la parité 2022. Ce sont en fait 2 notions qui ne désignent pas la même chose. Ce qui les rejoint, en revanche, c'est que ce sont des notions propres à chacune d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'elles touchent toutes les 2, en fait, nos émotions, notre ressenti, notre intuitif. Alors, si tentons une définition qui ne sera pas forcément parfaite, mais au moins ça pour séparer les 2 idées. Le charme, en fait, donc charme versus charisme, le charme, c'est vraiment une appréciation positive, flatteuse, mais qui peut toucher une personne, un lieu, un objet. Une maison peut être charmante, pleine de charme, voilà. Comme une personne aussi. Ça se concentre en fait sur l'apparence physique, le style, le look. Alors, souvent, le charme nous échappe. On dit c'est indéfinissable. Le charme, dit la chanson. Le charme, il est puissant parce qu'il peut nous faire tomber. Je suis tombée sous le charme. Au singulier, le charme, il est charmant. Au pluriel, le charme, il a une notion un peu différente. Elle vit de ses charmes ou elle vend ses charmes. Donc, un peu différent. Le charisme, donc voilà une des définitions que l'on peut donner du charme. Le charisme, lui, c'est différent. Il y a certaines personnes, quand elles rentrent comme ça dans une salle, elles attirent immédiatement l'attention et elles la conservent. Le contact, il s'établit avec aisance. Les interlocuteurs se laissent volontiers convaincre et souvent ils repartent avec une impression positive, même s'ils n'ont pas été d'accord avec leur interlocuteur. Et cette faculté, en fait, c'est vraiment ça le charisme. Donc, le charisme n'est pas lié, selon moi, à des atours, entre guillemets, extérieurs, à des attraits. C'est lui aussi un indéfinissable, c'est vraiment un insaisissable, un subjonctif fonction de chacun. Mais c'est vraiment purement lié à la personne, à son intelligence. Être brillante, être rayonnante, c'est une puissance d'attraction, c'est une attirance, une subjugante. Donc, et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, alors, le charme, il fait partie du charisme, mais il va au-delà du charme.
Voilà. Donc, et puis, il y a plusieurs types de charisme. On a toutes rencontré des femmes qui avaient un charisme extraordinaire parce que c'était des expertes. Hein. Donc, il y a le charme, le charisme lié à l'expertise, et puis le charisme lié à la chaleur humaine. Hein. Donc, on voit qu'il y a différents types de charisme. Alors, travailler son charisme, hein, pour nous, en tant que femmes en entreprise, travailler son charisme, c'est travailler sur soi, comprendre en fait quelle est toute sa singularité, la singularité qu'on va apporter à une entreprise, à une équipe, et cette singularité à partir de laquelle je peux travailler et qui me permettra de rester, à la fois de rester authentique, hein, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure Claire, et puis aussi d'avoir un levier puissant. Je ne sais pas si on a assez de temps, mais il y a différents types de charisme. Par exemple, un charisme d'intensité, un charisme de bienveillance, un charisme de conviction, à la Gisèle Halimi, par exemple. Et puis aussi un charisme d'autorité, comme une Christine Lagarde ou comme une Cyril Sandberg, la patronne de voilà. Donc, et puis, il peut y avoir aussi un charisme de séduction. Le charisme de Catherine Deneuve, quand elle arrive sur un plateau de cinéma, il paraît qu'il est assez... rien que quand elle rentre, elle n'a même pas mot à dire, elle est là, et ça suffit, c'est du charisme, c'est ça le charisme. Merci Nathalie. Alexandra, qu'est-ce que vous avez éventuellement Peut-être à un ajouter ou commentaire. illustrer? C'est Oui. vrai qu'en entreprise, on va parler de femmes charmantes, de femmes souriantes, de femmes agréables, qu'on ne dira pas ça d'un homme. Et c'est vrai qu'il faut en faire un atout si en effet c'est une de nos singularités, mais je pense que beaucoup de femmes qui arrivent à des niveaux de direction en entreprise disent souvent qu'elles ont dû travailler 2 fois plus que les hommes. Est-ce que c'est pas aussi une façon de dire je ne suis pas que charmante, j'ai aussi autre chose, et donc je prends des leviers qui sont un peu différents pour me distinguer et qu'on ne voit pas que cet aspect-là qui pour certaines femmes peut aussi devenir une contrainte en entreprise. Donc le charisme, ça s'acquiert. Oui. Oui. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Merci Alexandra. Claire, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Alors, pour te faire plaisir, Donatien, je vais te parler de l'incarnation du charisme, Wonder Woman. Ah, Wonder Woman, elle est dotée de pouvoirs extraordinaires. ça nous éloigne un peu de ça, mais Mathieu, mais effectivement, du coup, là, Sam et Mathieu sont on est au partis, cœur de l'action. Là. mais elle les fascine. Ah, Elle les fascine, elle embarque autrui. Alors, on rejoint avec Wonder Woman la définition du charisme donnée par Max Weber, le sociologue. Ce sont des capacités prodigieuses qui font le chef. Et là, j'aime bien toutes vos approches et je vous propose juste un petit ajout, une petite proposition différente. Avant d'être Wonder Woman et d'avoir du charisme, Christine Lagarde aussi, tiens, que vous avez cité, avant, elles avaient du charme. Qu'est-ce qui fait leur charisme? C'est la consécration. C'est la reconnaissance et le succès. Elles ont un jour triomphé. Alors, pour ne pas dire elles, la liste est longue. Général de Gaulle, Churchill, Thatcher, Lagarde. Avant, elles avaient du charme. Aujourd'hui, elles sont reconnues parce qu'elles ont réussi. Et cette consécration, matérialisme, un charisme reconnu de tous. donc c'est le poste qui fait le charisme? Le poste, non. Certainement pas. La réussite dans un projet reconnu par tous, oui. Il me semble que c'est une idée qui permet de voir à quel moment on a ce transfert, ce passage entre quelqu'un qui est charmant et quelqu'un qui a du Charismatique. charisme. Et alors, quel pouvoir extraordinaire. Extraordinaire. Dans ce monde de communication qui est le nôtre, avoir du charisme, c'est un outil majeur. Ce n'est pas obligé, mais qu'est-ce que ça aide pour définir et proposer une stratégie d'entreprise, pour développer ses arguments, pour embarquer l'entreprise, pour créer le collectif. C'est la meilleure des choses. Alors attention, attention. Ça peut être aussi la pire des choses.
la pire des choses, parce que qui dit charisme, hein, il y a quelques gourous très charismatiques. Le petit joueur connu, de oui. flûteau qui emmène les enfants plonger dans le fleuve était extrêmement charismatique. Donc attention au suivisme. Attention à ce suivi qui pourrait conduire à une servitude volontaire. Donc c'est la meilleure et la pire des choses. La meilleure s'il est mis au service du collectif et de ce que vous appeliez la puissance. On s'éloigne du pouvoir, on va vers la puissance. Et c'est pour moi la définition du charisme. Mais ne lui sont pas confiance à 100%. Donc on évite le dévoiement du charisme. Je pense qu'il faut avoir en toutes circonstances un esprit critique qui nous permette, ne serait-ce que quand on écoute tous ces hommes et femmes politiques extrêmement charismatiques, pour décoder le discours, un peu de rhétorique et de connaissance de cette rhétorique nous permet d'identifier des personnes charismatiques qui en abusent, mais qui déploient leurs opinions au lieu de nous parler de la substance. Alors du coup, effectivement, bon, on ne va pas nécessairement parler des hommes et femmes politiques, mais comment, selon vous, renforcer ce charisme? Comment, par une posture, une tenue vestimentaire, une femme, et puis au-delà, hein, évidemment, une femme va réussir à renforcer son charisme? Alors, c'est vrai, la question, c'est voilà, comment renforcer son charisme pour des postes à responsabilité. Il y a l'américaine Amy Cuddy qui nous a beaucoup appris sur ce sujet des postures affirmées, avec plusieurs exemples. Elle a vraiment montré l'effet de notre langage non verbal sur les autres. C'est-à-dire que nous déduisons et nous jugeons énormément à partir du langage non verbal de l'autre. En fait, chaque geste est un message. Et autre point, nos postures physiques donc, influencent les autres, mais nous influencent également, et notamment sur le taux hormonal. C'est quand même assez incroyable. Par exemple, lorsque nous sommes tristes, nous sommes plutôt voûtés, nous nous recroquevillons sur nous-mêmes, mais on sait que cette posture physique va augmenter, par exemple, le taux de cortisol, l'hormone du stress. Ça va le faire monter. Et en fait, ce qu'elle explique extrêmement bien, c'est qu'il ne faut que 2 minutes de posture physique précise pour modifier un taux d'hormones. Et ça, il y a un autre exemple. On a tous en tête les rugbymen néo-zélandais avec leur haka, hein, ce chant qui effectivement est fait pour impressionner l'adversaire, pour demander que la chance leur arrive aussi, hein, c'est un chant d'encouragement. Il fait monter le taux de testostérone des joueurs de rugby de 16%, et il fait baisser le taux de cortisol de 11%. Donc c'est quand même très intéressant. Alors comment justement on renforce ce charisme selon vous? Alors, je rejoins Claire sur le fait que le charisme l'emporte sur les mots. Hein. Donc, et avoir du charisme, comme tu le disais, ça nous rend vraiment plus efficaces. C'est un levier merveilleux, un levier formidable pour embarquer les équipes dans les entreprises. Donc, comment avoir du charisme? D'abord, attacher autant d'importance à sa préparation mentale qu'à celle de son discours. Hein. Adopter ensuite les postures physiques qui accroissent la confiance en soi et qui améliorent les capacités cognitives. Hein. Donc se tenir droit, sourire, se tenir droit parce que ça favorise la colonne de voix, on respire mieux, on est en fait plus puissant et on a les idées plus claires. C'est aussi simple que ça. Et puis se détacher de soi aussi, comme tu le disais Claire tout à l'heure, pour être vraiment présent aux autres, hein, dans les interactions. C'est vraiment, en fait, le charisme, il passe par je laisse la place aux autres pour pouvoir en fait embarquer les autres. Paradoxalement, je leur laisse toute la place. C'est aussi savoir se mettre au milieu d'un groupe, par exemple, hein, ou se mettre à certains points très précis d'une table, hein, quand on rentre en réunion. Moi, j'encourage les femmes à se mettre à des endroits très précis d'une table, en l'occurrence au milieu, pour pouvoir avoir le regard de tous sur soi, et puis aussi pouvoir regarder tout le monde autour de soi. Hein. Et alors, mais la tenue vestimentaire, est-ce qu'elle joue un rôle particulier?
Qu'est-ce qu'elle ajoute? Qu'est-ce qu'elle retranche? Ça, c'est une vraie question. Elle peut à la fois ajouter et puis aussi retrancher. Le fameux dress code. Il y a un dress code pour renforcer son exécutif présence, qui est le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'important, c'est d'être en lien et en ligne avec les valeurs de l'entreprise et avec sa fonction. Ne pas être en décalage avec son poste. Pourquoi? Parce que le code vestimentaire, il est clé et il sert à montrer son appartenance à une même tribu, à un même univers. C'est ce qu'on appelle l'effet mirroring, le miroir. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que le cerveau, il choisit de faire confiance à des signes de proximité sociale. Et le code vestimentaire en est la clé. Donc, effectivement, pour nous les femmes, adopter un look vestimentaire qui correspond à la fois aux valeurs de l'entreprise, à ce qu'elle attend de nous et à notre fonction, c'est la bonne recette. Merci Nathalie. Alexandra, il y a quelque chose? Oui, moi je souhaiterais rebondir sur le dress code parce que, bon voilà, par les temps qui courent, on aimerait dire qu'on fait un peu ce qu'on veut, qu'on vient comme on est. Mais la réalité, c'est qu'évidemment, en prenant les précautions relatives à la culture de l'entreprise, on n'est pas pareil quand on travaille en petit comité avec son équipe, dans de la bienveillance, dans du brainstorming, et quand on doit intervenir dans une réunion que j'appelle les réunions à fort enjeu. Pour un commercial, ça va être d'aller voir les clients. Dans ma fonction, ça va être d'ouvrir un CSE sur des gros sujets qui impactent les représentants du personnel, l'entreprise, avec le directeur général, des membres du COMEX. À ce moment-là, on ne peut pas être exactement pareil. C'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce qu'on n'aime pas et s'habiller comme on n'aime pas. Mais ça veut dire qu'il faut trouver la façon de s'habiller qui permette d'enfiler le costume. Et c'est cette expression qui dit enfiler le costume. C'est à la fois physique et à la fois une préparation mentale qui permet en fait de se préparer parce qu'on n'est pas complètement comme d'habitude. Et justement, on se met son costume qui va nous permettre d'appréhender une réunion difficile et d'être aussi dans sa position, sa fonction. Et je pense que c'est très important. Après, les femmes sont là aussi confrontées à une difficulté un peu supplémentaire par rapport aux hommes. C'est que là où effectivement les hommes ont un dress code un peu, j'ai envie de dire un peu simplifié, nous on a un choix qui est multiple, pantalon, jupe, robe, tailleur, etc. Donc c'est super, mais en même temps il faut effectivement trouver sa propre marque, sa propre singularité et être en lien avec ses fonctions. C'est très important. Et si par exemple, pour poser une question un peu provocatrice, mais le jeudi, je viens en costume parce que tous les jours, ou alors, puisqu'on parle quand même d'une femme, vous êtes en tailleur le jeudi, et le vendredi, parce que l'entreprise pratique le Friday Wear, vous venez décontracté, vous perdez votre charisme? C'est pas forcément, je dis pas que ça contribue au charisme, on perd pas son charisme, mais on respecte l'auditoire, on respecte la situation, on respecte le poste à un moment qui peut être un poste à responsabilité, à prise de décision, où il faut avoir un charisme un peu plus affirmé. Et à d'autres moments, on va croiser les uns les autres et on est beaucoup plus à l'aise et on reste soi-même. Mais effectivement, on n'use pas de la même façon de son charisme. Très bien. Claire? On a dit beaucoup de choses là. Alors d'abord, je vais vous dire, moi j'ai 3 filles. Ma grande fierté, c'est qu'avant que j'arrive à cet atelier, une de mes filles m'a appelée et m'a dit « Maman, est-ce que tu as levé les bras ?» Référence à notre chère Amy Cuddy. Et pour revenir sur Amy Cuddy très rapidement, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle ne nous impose pas une posture pour singer l'autre. C'est qu'elle nous prescrit une posture thérapeutique pour aller jouer sur le terrain des hommes, c'est-à-dire celui du pouvoir. Et puis c'est la même chose pour Sheryl Sanders que vous avez cité tout à l'heure. En s'asseyant à la table des hommes, on le sait, les femmes, elles ont tendance à te mettre dans un coin à observer, c'est la généralité. Bon, ce dont on parlait au début, faisons un petit effort pour nous mettre au milieu de la table des hommes et prendre un petit peu possession de ce terrain de jeu du pouvoir. Si on est 100% honnête, c'est ça que nous recommandent Amy Cuddy et Sheryl Sandberg, qui a permis à Facebook de devenir le mastodonte qu'il était avant de quitter au moment du métaverse. Ça, c'était sur la partie posture. Sur la partie
vestimentaire, j'ai décidé d'être 100% honnête. Ah bah, c'est une bonne chose. Et, Oui. et de, Et une bonne de nouvelle. dire que je pense que la tenue vestimentaire fait partie de la rhétorique. C'est-à-dire, vous connaissez tous les biais. Quand les gens regardaient le programme, il y en a peut-être qui ont dit « Ah, une femme !» Ça, c'est l'effet de halo. Donc, perte de légitimité, on généralise et avant même d'avoir développé le moindre argument, Le simple fait que ce soit une femme. une généralité, on a déjà une idée préconçue. Donc, gagnons sur ce terrain-là, répondons sur ce terrain-là, venons habiller en conséquence pour récupérer cette légitimité. Donc, oui, la tenue vestimentaire fait partie de la rhétorique et nous aide à convaincre. Parce que la rhétorique, c'est une escrime intellectuelle, ce n'est pas un argument. Quel est l'argument de mettre des baskets ou un tailleur? C'est juste pour dire, oui, je suis une femme, je suis genrée, mais je suis légitime, je peux m'habiller d'une façon, comment vous dites, exécutive. Voilà, la réponse sur la tenue vestimentaire, c'est celle-ci. Merci. Donc, pas de charisme sans prise de parole convaincante. Oui. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. à fait. Est-ce que vous avez des exemples, des conseils à donner à notre public ce soir? Alors, peut-être 5 conseils rapides pour faciliter la pleine attention des interlocuteurs. Déjà, être bref, limiter sa prise de parole à 20 minutes maximum et utiliser toute notre verticalité en se tenant droite, voilà, avec un regard direct. Simplifier sa présentation, 2 ou 3 idées forces, et ça suffit pour être convaincante et avoir de l'impact. Toucher les émotions avec un vrai storytelling, c'est-à-dire que raconter son projet en mettant en scène des vraies personnes, des vrais problèmes, ou encore raconter une anecdote personnelle. Cela permet vraiment à votre interlocuteur de vivre le projet, de s'y projeter. N'oublions pas qu'on a plusieurs cerveaux et que savoir toucher les émotions, en fait, les neurosciences nous l'ont montré d'ailleurs. On a vraiment des activations. Ils ont pris un scanner de 2 personnes quand on donnait juste des chiffres par exemple, et au contraire quand on racontait une storytelling avec des émotions, en parlant d'une fierté par exemple, ou d'une très belle réussite, d'un succès, etc. Ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent, et le cerveau est beaucoup plus actif quand on écoute une histoire. Tout à l'heure, d'ailleurs, on était tous pris par l'histoire de Claire qui nous parlait de Sam et de Mathieu. Captivés. On était captivés. On était vraiment dans la storytelling. C'est exactement ça. Elle touchait les émotions et on était captivés. Il y avait un vrai silence d'attention. Donc c'était très intéressant. L'autre conseil que je pourrais donner, c'est n'hésitez pas à présenter aussi votre idée, de présenter d'où vient l'idée, autant que l'idée elle-même. Pourquoi ? Parce que ça donne du sens, ça donne de la raison d'être. On met d'abord le why, le fameux why de Simon Sinek et son Golden Circle. On pitch par le why, on est vraiment au cœur de la raison d'être. Et aujourd'hui, on a besoin de sens. Donc voilà, expliquez vos idées, d'où elles viennent. Ça, c'est vraiment une posture très charismatique. On n'est plus dans le charme, on est vraiment dans le charisme. Et puis, une prise de parole charismatique, ça pourrait être aussi de souligner les défis. Pourquoi ? Parce que notre niveau d'attention monte quand nos messages contiennent des éléments de nouveauté et de tension. Voilà, on est là, on est pleinement là. Voilà les quelques conseils que je pourrais donner pour Merci, avoir Nathalie. une prise de parole convaincante. Alexandra, vous en avez d'autres à nous donner? Oui, peut-être alors c'est peut-être préciser un peu ce qu'est la prise de parole en public. Il y a des prises de parole en public avec des amphithéâtres, 200, 350 personnes, peu importe, où là, effectivement, il y a une vraie présence physique à avoir, une incarnation, poser la voix, accrocher le regard dans l'assistance. Mais ce qu'on a vu arriver avec le Covid, c'est les prises de parole digitales. Et se retrouver devant son écran. Moi, j'ai eu l'expérience sur des projets face à une assemblée il y a quelques années, et je me suis retrouvée récemment derrière mon écran à faire le même exercice et voir mes notes et savoir qu'étaient connectées 600 personnes à m'écouter. C'est un exercice qui est difficile et ça ne demande pas exactement les mêmes
les mêmes outils, les mêmes compétences que quand on intervient et qu'on a de la matière humaine qui permet finalement de ressentir un peu les choses. Est-ce que l'auditoire adhère? Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il faut ralentir? Ça, je pense que c'est un peu un sujet pour les entreprises qui forment justement, hommes ou femmes d'ailleurs, les leaders, les dirigeants, enfin, ceux qui doivent s'exprimer en public, parce que c'est vraiment pas la même façon de communiquer. Et j'y mettrais une autre distinction c'est toujours ces fameuses petites réunions avec moins de 10 personnes où on a de la conviction à porter, quelque chose, pas uniquement à présenter, mais à être présent pour discuter, négocier. Il y a effectivement parfois une difficulté pour les femmes, tu disais très, très justement, se positionner dans la salle de réunion. Et puis aussi, on est parfois face à des hommes qui ont une grosse voix, qui prennent de la place, qui sont présents, Qui coupe la parole. qui peuvent couper la parole. Je crois qu'il ne faut pas se jouer justement sur leur terrain. Le vrai sujet, c'est de se trouver soi. On a une voix plus petite, on n'est pas de la même envergure, du même stature physique. Et je crois que le point, c'est d'être en écoute active en permanence. C'est-à-dire, pas forcément répondre à son interlocuteur, c'est voir ce qui se passe autour de soi. Et on est plus percutant parce qu'on réagit finalement, ou on active des moteurs de conviction en fonction de ce qu'on a autour de soi. Et ça, je pense que c'est très important de ne pas être inquiet parce qu'on est ou plus petit ou une femme, ou on va se retrouver qu'avec des hommes. Moi, ce qui m'est déjà arrivé avec des syndicats un peu durs. Et en réalité, son costume, sa façon de présenter les arguments, écouter, recadrer aussi quand parfois ça déborde, ça fait partie, je pense, aussi des outils qu'on doit avoir un peu dans sa besace. Donc le charisme d'une femme n'est pas le calque du charisme d'un homme. Surtout pas. Ça, c'est la phrase que je retiens. Ouais. Claire? Mais je vous ai beaucoup écouté avec une écoute active, donc je suis un petit peu... Peut-être une phrase pour commencer. Oui. Suzanne Necker, qui a donné son nom à l'hôpital, la fameuse Madame de Staël, elle disait « On a souvent tort de la manière qu'on a d'avoir raison ». Peut-être ne pas oublier cette... Très belle citation. Cette citation de Suzanne Necker, réfléchir à la façon dont on a d'avoir raison. Est-ce qu'il faut vraiment toujours avoir raison? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'écouter l'autre qui nous fait avancer? Alors, je suis partie sur un truc, mais voilà les conseils. Peut-être le premier, 3 mots. Préparer, préparer, préparer. Churchill disait... La base. On réécrit 3 fois son discours. Ne croyez pas ceux qui vous racontent qu'ils improvisent tout et qu'ils font leur tour de claquette. C'est vrai. C'est pas vrai. Donc, préparons. Il en restera toujours quelque chose. Mais surtout, improvisons, que cette préparation, que ce cadre ne nous empêche pas d'improviser. Si quelqu'un conteste, si une porte se ferme ou si un argument contraire apparaît, l'adaptation au monde VUCA, c'est aussi l'adaptation à une interruption du discours, à quelque chose qui n'était pas préparé. Donc, j'ai dit quelque chose de complètement paradoxal, peu importe. Respirez. Respirez avant. Respirez pendant. Respirez dans la semaine. La respiration font les idées plus belles. Voilà, respirez. Respirez parce que d'abord, quand je respire et que je vous écoute, ça me permet de vous écouter. Et je n'ai pas peur du silence. Et puis le silence, c'est aussi pour réfléchir à ce que je vais dire. Donc n'ayons pas peur du silence. Alors un de mes conseils préférés, c'est le courage. Alors le courage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une réunion un peu guindée, un petit codire, avec des sujets un peu difficiles. Et pas toujours très drôle? Peut-être pas très drôle, mais l'objet n'est pas le fun. Je suis prête pour une autre séance, mais pas là. L'humour n'est pas toujours bienvenu dans ces séances-là. En tout cas, j'ai envie de dire quelque chose. Je sais que ce que je vais dire, c'est pas le moment. Ça va pas plaire. Mais il faut absolument que je le dise maintenant. Eh bien, écoutez Michel Foucault, dites-le. C'est la parésia. La parésia, ça veut dire je prends la parole
avec du courage, je décide d'avoir du courage et je sais que je prends un risque. C'est ça la prise de parole. C'est pas dire des choses que tout le monde a envie Exactement. d'entendre. C'est pas la novlangue. Ça peut être orthogonal. Orthogonal, je sais pas. C'est que j'arrive à exprimer, à m'affirmer, tout en faisant attention à l'opinion de l'autre, mais j'exprime quelque chose que l'autre n'a pas nécessairement envie d'entendre. Et je sais que ce que je dis pourrait peut-être se retourner contre moi. Donc je pense à Suzanne et je fais attention à la façon dont je formule mes propos. Ça, c'est le courage. Et son pendant, c'est l'observation permanente. La situation, son potentiel. La situation est-elle porteuse? Est-ce que maintenant je dois parler? Ou est-ce que peut-être le leader de l'ombre ne devrait-il pas se taire et attendre de faire jouer la situation et d'intervenir ultérieurement? Donc cette façon d'oser avoir du courage, mais en même temps d'observer la situation et de réfléchir à son résolution, c'est ça Et saisir le l'exécutif. moment opportun Voilà, pour c'est intervenir. cet équilibre entre oser, observer. C'est un peu un anneau de Möbius. Alors c'est vrai que les caricatures vont être que dans l'affirmation de soi ou des personnes vont être trop dans l'écoute. Il faut arriver à avoir ce cocktail, parce que j'ai horreur du terme de recette de leadership qui est un peu trop prescriptif pour moi, mais ce cocktail d'équilibre entre oser et observer, évaluer la situation, vouloir agir, parce que comme le disait Hannah Arendt, trouver les mots justes au bon moment, c'est toujours de l'action. Et puisqu'on partage des choses personnelles, moi sur le chemin de ma vie, j'ai jamais cessé d'apprendre et je ne cesserai jamais d'apprendre. Donc j'ai qu'un conseil, lisez, apprenez, et je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour toutes vos prises de parole en public, que ce soit en petit ou en grand comité. Briller, on va retenir du coup ce terme. Alors ce terme, puisque tu me tends la perche, parce que bien évidemment, Allons-y. on peut me J'ai une amie qui est coach et qui a mis une phrase très très belle sur son... Elle a dit briller, c'est éclairer sans éblouir. Voilà. C'est un petit peu, je crois, le résumé de cet atelier. Ben oui, c'est certainement ce qu'on aura essayé de contribuer à faire ce soir. Claire, j'ai oublié quand même de préciser que vous étiez administratrice du Cercle Montesquieu. Oui, mon cher, vous avez raison. dont j'assume la co-responsabilité de la commission justice économique. Donc c'était important de citer le Cercle. C'est pour ça que je me permets de te tutoyer de temps en temps et je te remercie. Effectivement, en public, on a plutôt tendance à se tutoyer. Voilà. Merci à toutes les trois. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Il y avait un point qui vous paraissait devoir justifier un complément pour notre public? Non, dommage qu'on n'ait pas eu de questions en direct, mais ça On sera espérait peut-être les pour questions. une autre année, l'année prochaine. En fait, Voilà. il n'y a pas de chat. C'est pas nous qui voulons pas les questions, c'est Voilà. qu'il n'y a pas de chat. Comme ça, le public sait que nous n'y pouvons rien et c'est le format qui veut que... Ça sera pour l'année prochaine. Il n'y a pas de questions pour l'instant, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Merci. Merci beaucoup.